Monsieur Lefebvre, vous avez beaucoup écrit et parlé depuis pas mal d'années sur les questions urbaines. Et vous êtes à moitié rural et urbain. D'ailleurs, le dernier livre s'appelle Du rural à l'urbain. Comment Parce vous que voyez? ce que je voudrais vous dire en Oui. commençant cet entretien, c'est que, enfin, grossièrement parlant, je crois qu'il y a trois périodes. La période agraire, la période industrielle et la période urbaine. Et que nous entrons à peine dans la période urbaine. Elle sort de la période industrielle, de l'industrialisation qui se fait dans des conditions historiques et politiques déterminées ici dans un contexte de non-développement, là dans un contexte de supercapitalisme, ailleurs dans un contexte socialiste, mais que partout on entre dans l'ère urbaine et que par conséquent les problèmes urbains sont des problèmes mondiaux. Et alors, ce que je pense, et ce que veut dire cette classification, cette périodisation, c'est que les notions et les idées et les concepts et les pratiques devront changer profondément. De la même façon qu'il a fallu une adaptation et une transformation extrêmement difficile, et qui n'est même pas terminée, de toutes les idées, de toutes les représentations, de tous les symboles acquis pendant la période rurale, pour passer à la période industrielle, de la même façon, à mon avis, il faut repenser, reconsidérer toutes les notions, tous les symboles, toutes les représentations, tous les concepts même de la science, pour passer de la période industrielle à la période urbaine dans laquelle nous entrons. Et dans cette transition, il y a une espèce de retard de la pensée et de l'action. Les faits vont plus vite que la pensée et l'action, d'où un certain déphasage, un décalage. On en est encore à penser avec des concepts, avec des idées, avec des représentations de la période antérieure, c'est-à-dire de la période industrielle, à mon avis, alors qu'on entre dans l'ère urbaine où tout se transforme, y compris les notions du temps et de l'espace. On n'a pas encore pensé l'espace urbain, d'où l'espace de ségrégation dans lequel on disperse les populations avec ou sans leur complicité, mais ce n'est pas seulement parce qu'on veut les disperser. Parce qu'on ne sait pas comment. Mais on ne sait pas non plus comment s'y prendre pour les rassembler, pour ne pas les projeter sur le terrain, les uns en dehors des autres, complètement dissocier tous les éléments de la société, de la vie sociale. Il y a une chose, par exemple, vous disiez, je pense que c'est important, vous disiez, après la guerre, après la dernière guerre, dans beaucoup de pays modernes, on a fait un remembrement rural et une réforme agraire. On n'a jamais fait de réforme urbaine. Oui, ça c'est un aspect assez important de la question, c'est un aspect politique important. Il est arrivé une chose extraordinaire, et dont on ne voit pas encore toute l'étendue. Lorsque les grands révolutionnaires, c'est-à-dire Marx, Engels et Lénine, ont projeté le bouleversement de la société, ils ont pensé que la force la plus efficace, celle qui s'attaquerait jusque dans les profondeurs à la société ancienne et qui élaborerait une société entièrement nouvelle, ce serait la classe ouvrière et le prolétariat. Ils ont parlé de révolution prolétarienne. Et chez Marx, et même chez Lénine, les considérations sur l'agriculture, l'idée d'une réforme agraire qui arracherait la propriété du sol aux féodaux, elle était d'abord une idée secondaire, une idée subsidiaire. Et il se trouve que ça a été pendant la première moitié du XXe siècle l'idée la plus active, celle qui a eu les plus grandes conséquences, puisque ça a entraîné non seulement la révolution en Russie, qui a été une vaste réforme agraire, mais la révolution chinoise, qui est elle aussi une vaste réforme agraire, et puis sans compter toutes sortes de transformations dans toutes sortes de pays, disons l'Égypte, l'Algérie, les pays africains, les pays asiatiques, les pays d'Amérique latine, où cette réforme agraire est encore à l'ordre du jour. Alors il se trouve que c'était une réforme,
Une réforme, c'est pas une révolution. Or, cette réforme a eu une portée révolutionnaire. Il s'agissait de la propriété du sol cultivé, du sol arable, du sol pour l'agriculture. Alors, la question de la propriété du sol bâti, du sol dans les villes est aussi importante que la question du sol cultivé. Maintenant, disons, après un siècle d'époque industrielle et post-industrielle, pensez-vous qu'il va falloir une réforme urbaine comme il y a eu une réforme Je pense. D'ailleurs, les modalités ne sont pas faciles à trouver. Il y a eu des tentatives par-ci par-là, et vous les connaissez aussi bien en Hollande qu'en Stockholm. Enfin, en Suède, il y a eu des tentatives de réformisme urbain. Or, ces tentatives n'ont pas été suivies de résultats extraordinaires parce qu'en elle-même, cette réforme ne suffit pas. Elle déblaye, elle débloque la situation, mais elle ne suffit pas à donner aux architectes de l'imagination, elle ne suffit pas à empêcher la société d'être une société de classe et ainsi de suite. Mais elle est une étape extrêmement importante et on voit en France que par exemple, la spéculation sur les terrains, elle est devenue quelque chose d'absolument exorbitant. Mais il y a quelque chose, à mon avis, de beaucoup plus grave, qui résulte du fait que le sol et le sol à bâtir est encore en propriété privée. Je me demande s'il n'y a pas, à l'échelle mondiale, et dans tous les pays qui sont encore très nombreux, où la propriété du sol et du sol à bâtir est encore affaire de loi, de législation, je me demande s'il n'y a pas une destruction par le fondement même de la ville et de la réalité urbaine, s'il n'y a pas une véritable ruralisation. À la fois, la société s'urbanise, c'est une société complètement urbaine qui est en train de naître, et en même temps elle est corrodée à la base, et il y a une espèce de ruralisation de cette société urbaine qui est en train de se constituer, et qui est en même temps ruralisée. Les campagnes, enfin la séparation de la ville et de la campagne n'a pas été dépassée par les phénomènes urbains, et les banlieues et les périphéries ne sont pas une synthèse harmonieuse entre la ville et la campagne. C'est à la fois l'urbanisation de la société et sa ruralisation. C'est ce que nous appelons un processus dialectique, un processus contradictoire. Dans les nouveaux ensembles, vous déplorez ce que vous appelez une stratification. Vous trouvez qu'il y a une espèce de ghettoisation, de construire pour les riches, construire pour les pauvres. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, on parle souvent de ségrégation, et ce terme a un sens assez précis. Ça veut dire que les différentes couches et classes de la société ont leurs espaces particuliers. C'est-à-dire on met les ouvriers dans les uns, les cadres dans d'autres, les grands cadres ailleurs. Et bon, tout est séparé. Mais je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin dans cette idée et voir que c'est tous les éléments de la vie sociale qui ont été séparés les uns des autres sous prétexte de fonctionnalisation. Si vous regardez ce qui se passait dans les villes autrefois, les espaces n'étaient pas spécialisés. Par exemple, la place du marché était aussi une place de rassemblement et la place sur laquelle le peuple venait exprimer ses opinions et ses décisions politiques quand il était consulté, par exemple. Bon, mais ce qui arrivait assez souvent, parce qu'il y avait une vie urbaine intense, c'était polyfonctionnel, ces espaces. Or, on a tout fonctionnalisé, tous les espaces sont spécialisés. L'espace sportif est spécialisé, ce qui est une erreur considérable.